On va y arriver. D'accord, je parle. On m'entend, apparemment. Ok, super. Je peux l'accrocher ou le poser dans ma poche. Juste, j'ai tendance à bouger un peu. On va voir si ça passe. Ok, ouais. Bonjour à tous et à toutes. J'étais au premier rang, donc je ne m'étais pas rendu compte de combien vous étiez aujourd'hui. Donc moi, je vais effectivement vous parler de Phaser, un autre moteur qui est aussi pour le web. Et je suis Jonathan Buron, un expert en développement d'applications web avec 23 ans, un peu plus de 23 ans d'expérience déjà. Et non, j'ai pas le bon focus. Hop, c'est bon. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un jeu vidéo de A à X, parce qu'on va manquer de temps, avec Phaser, ou Phaser si vous voulez, je dirais sûrement les deux. C'est un moteur de jeu qui est 2D en JavaScript, et nous l'utilisons au studio Webson pour développer un MMO de stratégie qui s'appelle Abyssus Deep Vous verrez le logo un peu partout. Et donc imaginez-vous, on va prendre 45 minutes ensemble, on va essayer de comprendre les bases pour développer un petit jeu vidéo interactif. Bien sûr, on va aller en surface, mais j'espère que ce voyage va vous intéresser, même s'il va être un petit peu rapide, très certainement. Pour les curieux qui se demandent où on se trouve, sachez qu'on travaille à Abaret. Voilà, donc je suppose... Ah non, je pensais que vous alliez tous connaître. Pour info, c'est juste là, en France. Voilà. On est près de Nantes. Pour les Parisiens, ça vous parlera sûrement un petit peu. Et, et voilà, donc je disais, on développe un jeu de stratégie massivement multijoueur, Abyssus Deep. C'est un jeu qui est inspiré des civilisations Age of Empires, Clash of Clans, O-Game, hein, pour ceux qui ont connu, et bien d'autres jeux. Et c'est un jeu qui sera disponible, on espère, d'ici la fin de l'année. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Donc on a un petit studio indépendant. Et juste pour vous donner un petit peu de lore par rapport au jeu, vous incarnerez un Octali. Un Octali, ce que c'est un petit poulpe. C'est l'espèce pensante de notre planète et vous aurez une mission ultime qui sera d'explorer l'abysse. C'est un donjon, un gigantesque trou qui est au centre du monde dont personne n'est jamais revenu. Et pour accomplir cette mission, comme dans beaucoup de jeux de stratégie, vous devrez explorer les profondeurs, récolter des ressources, étendre vos territoires et forger des alliances avec d'autres joueurs ou les combattre. Et la petite particularité, c'est qu'il s'agit d'un jeu de stratégie sous-marine, sans humains, inspiré de nombreux jeux des années 2000 et un peu plus récents, comme je disais. On a aussi développé un petit jeu vidéo qui était Abyssus Scroll. C'est un petit jeu casual pour se changer les idées. Il nous permet surtout à nous de tester différentes technologies beaucoup plus rapidement. Et puis c'est aussi une petite démonstration de ce qu'on sait faire. Et on l'utilise beaucoup dans les salons geeks où vous pouvez nous croiser, surtout dans l'ouest de la France. Et on organise des tournois où on fait gagner des chouettes choses. On a été mis à l'honneur sur le compte Twitter de Phaser, c'était en février, dans leur newsletter 168. C'était sympa de nous voir comme ça, mis un peu en avant. Voilà, rapidement, petite photo de l'équipe. Ils sont dans mon cœur, ils sont pas là ici, mais je sais qu'ils me soutiennent. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette petite aventure, et voilà pour l'introduction. Elle est un petit peu longue, mais en fait, je voulais vous raconter des choses plus humaines, etc., parce qu'on va rentrer un petit peu dans du code ensemble. Ça va rester assez en surface, bien sûr, pour ceux qui seraient vraiment des développeurs chevronnés. Mais franchement, je pense que ça va aller. Phaser, c'est un moteur 2D en JS que vous allez pouvoir très rapidement du coup, mettre en œuvre dans votre navigateur. Il existe depuis 2013, il a fêté ses 10 ans l'an dernier. C'est un moteur open source avec une licence MIT et qui a une petite particularité pour un paquet du web, c'est qu'il a une seule dépendance, Event Emitter, qui est en plus un truc tout petit. J'étais curieux, on dit toujours qu'à chaque fois que vous faites un npm install, vous risquez d'installer la moitié d'Internet. J'ai testé hier, j'ai installé React,
4019 paquets ont été installés sur ma machine. J'ai installé Angular, 2645 paquets ont été installés sur ma machine. J'ai testé Vue.js, on dit toujours qu'il est plus léger. Bon, comme j'avais choisi aussi TypeScript avec, j'avais 2259 paquets. Svelte en avait 177. Il fait quand même un peu mieux. Moi, pour mon template et ce que je vais vous présenter, j'avais Phaser, mais je l'ai fait en TypeScript, donc du coup, je me suis retrouvé quand même avec 127 paquets. Mais 127, c'est quand même pas 4000, quoi. Vous n'avez pas tapé une ligne de code, vous avez déjà 4000 librairies qui sont installées sur votre machine. C'est Angular ou React. Le meilleur moyen de voir un peu une petite vitrine sur ce qui se fait avec Phaser, c'est d'aller sur Itch.io, en fait. Vous avez énormément de jeux qui sont faits, soit lors des Game Jam, soit des petits studios indés, soit des étudiants ou juste des passionnés. Donc je vous invite à aller voir. Cette URL, elle n'est pas forcément toujours très accessible. J'ai eu du mal à la retrouver dans les menus. Mais en tout cas, vous pouvez trouver beaucoup de jeux sur Phaser. Une petite question avant de démarrer dans le vif du sujet. Qui a déjà développé en JavaScript? Une bonne partie, bonne moitié quand même, ok. En TypeScript? Ah, quand même pas mal. Qui a déjà développé avec Phaser? Oh Les tricheurs. Alors pour la petite anecdote, on a le plaisir d'avoir 2 étudiants, entre autres, du Gaming Campus, qui sont venus à Barret l'été dernier et qui ont fait un stage de plusieurs mois. Ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. Et qui ont travaillé sur ABC Depender. Donc, pour commencer un template Phaser, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin de Node.js d'installer sur votre machine. Si vous ne connaissez pas, il y a quelques lignes de commande à lancer, c'est assez rapide. Sous Windows, il faut sûrement cliquer sur un ou deux boutons. Mais ça va très vite. Je vous concerne Yarn, c'est quand même un peu plus moderne et plus réactif que NPM. C'est un point de vue personnel. Mais en tout cas, on va utiliser simplement la commande yarn dev pour lancer aussitôt votre serveur de jeu. Ça va exécuter votre code et vous avez un système .reload. C'est bien pratique par rapport à d'autres univers parfois de jeux qui vont demander des compilations un petit peu plus longues. Vraiment, sur ce type d'outil en développement web, vous avez modifié une ligne de code, vous avez aussitôt dans votre navigateur un rafraîchissement de la scène en cours, etc. Phaser est très bien connecté avec tout ce type d'environnement. Vous pouvez choisir Vite, par exemple, qui est l'un des hot reloaders. Enfin, il fait beaucoup de choses qui sont intéressantes avec Node. Et si vous utilisez un template que Phaser propose aujourd'hui, vous avez tout simplement déjà un mini-jeu. Alors, il ne fait rien par vous afficher 4 écrans, mais vous avez toutes les mécaniques. Le template est complètement là. Vous avez un préloader avec une barre de chargement de vos assets. Vous avez un mini-menu. Vous avez un écran de jeu. Bon, il affiche une phrase. Et puis, vous avez un écran Game Over. Mais tout ça, c'est interconnecté. Il y a quelques fichiers TypeScript. C'est très facile à lire. Vous modifiez 2 lignes de code. Vous comprenez ce qui se passe. C'est pratique. Et comment ça se passe? Bien, en fait, avec Yarn, vous allez juste lancer cette petite commande. Et puis, vous allez avoir quelques questions, 5 questions qui vont vous être posées. On voit que la dernière, c'est le langage. Vous pouvez travailler avec JavaScript si vraiment vous ne connaissez pas TypeScript. Et c'est parti. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a lancé ces commandes, qu'on a tout notre univers de jeu qui est prêt, en tout cas de développeurs de jeux? On a un petit fichier main.ts, je passe vite fait dessus, mais sachez, si vous le cherchez, c'est là que vous avez la config de votre jeu. Et puis surtout, si vous voulez rajouter des scènes, il faut penser à l'ajouter ici. Une scène, c'est tout simplement, il faut le voir un peu comme un écran du jeu. C'est pas forcément un niveau, c'est pas non plus... pensez-le comme un écran du jeu, mais vous pouvez les superposer si vous voulez. Une scène, en fait, elle va être caractérisée par une caméra, des objets qui sont dedans, et chaque scène ayant sa caméra, si vous les superposez, vous pouvez créer des choses assez rigolotes. Pour débugger, vous êtes dans un navigateur, non, c'était le slide d'après, j'avais oublié le cycle de vie. Une scène, c'est 3 étapes, mais je vais vous remontrer juste après. Et pour débugger votre jeu, vous êtes dans un navigateur. Donc si vous êtes développeur web, vous connaissez les outils développeurs. Vous aurez un débugger largement performant qui vous permettra de tester beaucoup de choses. La doc de Phaser, au passage, je crois que je n'ai pas slide qui en parle, mais elle est quand même plutôt pas mal, avec des exemples dynamiques maintenant. Comment commencer? Eh bien, voilà comment vous allez créer votre scène. Vous avez les fameuses 3 méthodes qui sont appelées. Le preload, vous chargez vos assets. Donc dedans, vous allez stacker tous vos assets. Le create, vous allez créer vos objets.
Vous voyez, c'est super compliqué. Et l'update, et là, en fait, c'est la petite fonction qui va être appelée à chaque frame que le moteur va rendre sur la scène. Donc, si vous avez 30 FPS, bah, la fonction update va être appelée 30 fois. Vous avez time qui vous dit quelle heure il est depuis le démarrage de votre jeu. Et puis delta, c'est le delta entre les deux appels d'update. Donc ça vous permet de faire des petits rattrapages de temps s'il y a besoin, quoi. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va gérer des petits assets. Moi, je vous conseille par exemple d'utiliser Free Texture Packer, qui est un petit logiciel gratuit, open source, accessible sur tous les OS, et qui va vous permettre de faire quoi? Il va permettre de faire ce genre de choses. Tout simplement de fabriquer un fichier Atlas. C'est une des normes qui existent sur l'organisation de vos images. Sur le côté gauche, vous voyez que en fait, j'importe toutes les images de mon jeu. Au centre, il va montrer quel va être le rendu. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va générer un fichier un peu technique, un fichier JSON, qui va permettre à Phaser de savoir où sont placés vos assets, etc. C'est intéressant, il peut vraiment optimiser l'espace. Là, je ne l'ai pas forcément paramétré pour, mais il peut enlever un maximum d'espace, faire des rotations, bref, ça vous permet de tout compresser. Et derrière, c'est transparent pour vous. Vous allez utiliser votre objet comme si c'était la vraie image initiale. Je trouve ça toujours intéressant de comprendre un peu comment les choses fonctionnent derrière. Et le système Atlas et ce petit logiciel vous permet vraiment de le comprendre. Donc vous allez simplement charger vos assets au démarrage de votre jeu. Et voilà, un petit exemple tout simple avec Phaser. On charge une image, super compliqué. On charge un atlas, il faut juste donner le JSON. Et c'est parti. Vous avez des clés qui sont créées, choisissez bien vos clés. Sur un gros projet, vous organiserez sûrement un peu différemment. Mais c'est vraiment très simple de charger vos projets, de charger tous vos assets. Et là, dans ce que je montre, hein, c'est une scène de préloader. Donc ça permet de le faire au démarrage du jeu. Bien sûr, si vous codez un gros jeu, ne chargez pas tous vos assets au démarrage. On parlait de jeux qui font 200 gigas, je pense que des fois, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a des optimisations à faire. On reste sur quelque chose de simple. Créer une petite image. Donc voilà, j'ai importé mon premier poisson. Tout simplement, je vais lui donner une position classique. On lui donne une taille, une position en X, une position en Y. Et puis, une petite particularité avec Phaser, c'est que vous avez cette notion d'origine. Par défaut, tous les objets que vous allez importer dans votre scène, ils vont avoir un centre de gravité qui sera au centre. Donc l'origine, c'est un coefficient, hein, tout simplement, qui va de 0 à 1. Et par défaut, il a 0,5, donc il est au centre. Si vous vous amusez avec, ça va vous permettre de positionner votre objet de différentes manières. Je vous ai donné 2-3 exemples rapidement. Mais si vous ne dites rien, il sera à 0,5. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, vous pouvez très vite vous faire avoir avec Phaser si vous oubliez ce genre de petites informations. Et c'est très pratique pour faire des alignements. Plutôt que d'aller vous embêter à faire plein de calculs, quelle est la taille de mon objet, de combien je dois le décaler, etc. En fait, vous pouvez juste décaler son origine et ça vous permet de tout aligner à gauche, tout aligner à droite, etc. Ça va vous permettre de faire quelques raccourcis assez sympathiques. Maintenant qu'on a vu chargement des assets et la création d'images simples, ça sera intéressant de créer peut-être des images un peu plus complexes. Donc voilà, petit rappel, hein, pensez bien aux clés de vos assets. Et voilà, c'est ça. Pardon, j'ai eu un doute sur mon slide. Donc je vous présente, excusez-moi, je vais boire. Comme ça, vous découvrez le code très complexe, sachant que nous allons travailler ici. Alors, on va créer un petit personnage. Pour s'amuser un peu plus, je reprends un autre petit poisson. Et vous pouvez remarquer qu'il y a 2 clés d'assets. Tout simplement, le premier, c'est la clé de notre fichier Atlas. Et puis après, c'est la clé de ce petit poisson qui est au centre. On peut le scale, bien sûr. Attention aux pixels. Là, justement, j'ai choisi un asset qui était particulièrement petit, qui n'est pas du tout adapté à être grossi comme ça à l'écran. Mais voilà, on est sur du code, tout ce qui est plus classique. Hein. Vous avez des petites fonctions qui vous permettent de manipuler des propriétés.
Et après, ce qui va être plus intéressant, c'est de créer quelques animations. Donc vous allez pouvoir utiliser, par exemple, des sprite sheets. Là, ici, on a une image avec 6 petites images, 6 frames. Vous pouvez voir aussi que pour la taille des frames, je ne m'embête pas. Je donne la taille de mon image et puis je divise par le nombre de frames. Une petite astuce qui peut vous aider à aller plus vite et à ne pas sortir la calculette. Et surtout, si à un moment, votre graphiste vous rajoute une frame ou vous change la taille, ça va plus vite de juste donner les dimensions, quoi. Donc, admettons, on crée un crabe avec la frame 0. J'aurais pu choisir la frame 5. On voit, voilà, soit j'ai pris la première, soit j'ai pris la dernière. En soi, si vous faites que ça, les frames n'ont pas beaucoup d'importance. Mais bien sûr, ce qui va être plus intéressant avec les frames, c'est de pouvoir créer une animation. Donc vous allez pouvoir donner en fait les frames que vous voulez. Donc ici, ça va être 3, 4, 5, 4. Donner une petite vitesse, et puis pour l'instant, on lui dit que c'est infini. On peut le faire courir, et pour ça, j'ai choisi d'autres frames pour l'illustration. Je lui double sa vitesse. Après, bon, il marche, il court, mais il est toujours sur place. Ce qui peut être sympa, bien sûr, c'est plutôt de le faire se balader à l'écran. Et pour ça, on va utiliser les twins. Les twins, c'est vraiment, on va dire, c'est un des éléments centraux dans toutes les animations que vous allez faire avec Phaser. Vous pouvez agir sur quasiment 100% des propriétés d'un objet. Donc, quel que soit l'objet dans Phaser, quelle que soit la propriété sur laquelle vous voulez agir, vous avez juste à la mettre dans la config et vous allez pouvoir travailler dessus. Là, dans cet exemple basique, hein, je travaille simplement sur le X et puis je fais un petit flip aussi avec une petite astuce, mais vous pouvez travailler le scale, la transparence, la rotation, tout ce qu'on peut imaginer qui existe dessus, la couleur, etc. Ok. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que de l'animation, ce qui serait plutôt intéressant quand même, quand on parle de jeux vidéo, on est plutôt dans l'interaction. Donc on va déclarer des petites touches de direction, et puis on va ajouter un tout petit peu de code pour pouvoir déplacer notre personnage. Donc on va faire quelques tests. Ah oui. Donc pour l'instant, il se déplace que de gauche à droite. J'ai réussi à me surprendre tout seul. Mais si on rajoute un peu de code, ça devient verbeux. Mais du coup, maintenant, je peux me déplacer. Je peux l'amener là-haut. Par contre, on voit qu'il y a un problème. Voilà, dans un cas aussi basique, déjà, je peux sortir de l'écran. Si je me loupe, je vais perdre mon personnage. Et puis surtout, bon, je pense que vous avez tous un niveau de développement qui fait que vous devez voir le problème qu'il y a à vouloir chaîner toutes ces touches. C'est que je peux aller de gauche à droite, je peux aller de haut en bas, mais si je vais à droite, je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. Vous ne faites pas avoir, quand vous codez ce genre de petites choses, hein, bien sûr, vous éclatez votre if en deux, voilà, vous gérez bien, vous séparez bien votre gestion des choses, et là, ça y est, j'ai le droit de faire des diagonales. Voilà, tout simplement. Ça reste un petit peu verbeux, même si finalement, ça ne fait pas grand-chose, hein. Une petite vélocité, et puis on ajoute des X ou des Y à chacune de nos frames. Ça vous permet déjà d'avoir une première interaction avec votre personnage. On va poser des limites. Simplement, je crée un rectangle. Je trouvais ça intéressant de vous montrer cette propriété Phaser Geom. Il y a toute une bibliothèque comment on pourrait dire, de composants géométriques et de helpers aussi, des petites méthodes qui vont vous permettre de faire des petits raccourcis. Et là, en fait, pour éviter de faire trop de calculs dans mes fonctions d'update, je fabrique mes limites à la base. Et puis, je les pose. C'est encore très verbeux. Heureusement, par contre, si on teste, voilà, j'ai bien des limites. OK, je me suis donné une petite marge sur les côtés. Et j'aurais dû le faire un peu plus rapide. Phaser vous permet de faire la même chose en beaucoup moins. Voilà, simplement, vous utilisez une fonction clamp. Ça me permet de vous montrer le Phaser map. Il y a tout un ensemble de fonctions mathématiques qui vous permettent de faire du random ou d'autres petites joyeuseries du genre. OK, on a un personnage qu'on peut déplacer, on va s'ajouter quelques ennemis. Je ne vais pas vous présenter forcément tout le code parce que ça pourrait être un peu long, mais basiquement, on va créer une classe ennemie, on va faire apparaître les ennemis dans la scène game, qui est notre scène principale,
Et puis, on va aussi donner un peu d'aléatoire. Des ennemis, c'est plus sympa s'ils ne sont pas tous identiques. On a vu qu'en 93, Doom, ils avaient déjà eu la même idée, bien sûr. C'est moins monotone de ne pas avoir toujours les mêmes ennemis. Une classe ennemie, finalement, ça se fabrique très facilement, hein. Vous étendez un objet de phaser, vous n'oubliez pas la petite ligne juste ici, le scène add existing, parce que sinon, en fait, si vous n'ajoutez pas l'ennemi à la scène, vous ne verrez jamais votre ennemi. Ça, pareil, c'est le genre de truc où vous pouvez vous faire avoir pendant un temps quand vous commencez avec phaser. Et puis, voilà, on va venir interagir, générer, pardon, on va venir intégrer, faire, je cherchais le mot, j'allais dire spawner, mais faire apparaître en fait vos ennemis dans votre scène. Donc on revient sur notre classe game. On peut par exemple avoir un petit tableau avec nos textures, c'est très simple, et puis on va éviter de faire apparaître des ennemis toutes les millisecondes, parce que si vous avez 60 FPS, ça va faire beaucoup d'ennemis très rapidement. Et là voilà, on va faire un petit calcul du temps, toutes les 2 secondes on fera apparaître un ennemi. Et je vous l'ai dit au tout début, la fonction update, c'est elle qui est appelée à chacune de vos frames. Donc on va s'appeler une petite fonction dedans. Cette fonction, on a un petit calcul du temps, je passe rapidement dessus. Mais voilà, avec le delta, ça vous permet de savoir hein, si ça fait 2 secondes que vous êtes passé dans la fonction ou pas. Et lorsque c'est bon le moment, on va appeler cette petite fonction spawnEnemy. Alors, on va choisir de mettre un petit peu d'aléatoire seulement sur les Y pour commencer. On va faire un petit peu d'aléatoire sur notre tableau de texture, donc rien de très compliqué. Et puis on va appeler notre spawn ennemi. Donc on va pouvoir commencer à faire apparaître nos petits ennemis. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que les ennemis sont tous dans le sens de la nage de mon personnage de tout à l'heure. Donc on va juste faire un petit flip et les mettre dans l'autre sens. C'est quand même plus sympa si les ennemis nous affrontent. Et puis on va varier un peu leur taille. Là j'ai rajouté aussi quelques poissons dans la texture. Et puis, j'en avais parlé du set origine, je vais tous les caler à gauche. Je pense que les plus malins comprendront très vite pourquoi j'ai décidé de tous les caler à gauche. Mais sinon, vous aurez la réponse dans quelques instants. On va passer un petit peu d'animation, parce qu'on a des ennemis qui apparaissent à l'écran, c'est sympa, mais c'est plus sympa de leur donner un petit peu d'IA, au sens où on pouvait déjà donner à Pong... non, Pong, il n'avait pas d'IA à ce sens-là quand même. Et Phaser vous propose 2 moteurs physiques, dont je ne vais pas parler. Parce que ce que je vous propose, en fait, c'est de coder nous-mêmes notre moteur physique. On va faire quelque chose de vraiment très basique, avec une gestion des collisions très simple. Et c'est le meilleur moyen, je trouve, de comprendre comment ça se passe. Et on va tout simplement utiliser la fonction update, se balader entre toutes les positions, et à chaque frame, on va mettre à jour notre scène. Yep. Je vous ai mis un écran noir qui va représenter symboliquement l'écran du joueur pour comprendre comment on interagit avec différents petits aspects. Et du coup, on va commencer à donner une petite vélocité en X à nos ennemis. L'intérêt ici, hein, quand vous travaillez avec un objet, c'est que vous allez pouvoir directement travailler sur votre ennemi, vous ne travaillez que sur lui. C'est ce qu'on pourra appeler sa petite intelligence. Hein. Il a toutes ses règles à lui qui lui permettent de se déplacer. On va, pourquoi pas, faire en sorte que les petits aillent vite et que les grands aillent beaucoup plus lentement. Donc voilà, la petite vélocité négative en X, on va lui faire un petit ratio. Vous vous amusez avec des petites règles mathématiques pour juste créer cette petite différence de comportement. Et là, on voit qu'il y a un problème. Alors, j'ai rajouté un petit effet pour les faire disparaître au bout d'un moment. Mais si vous étiez dans votre jeu, le problème, on voit bien, c'est que les ennemis ils sortent de l'écran et ils continuent de vivre leur vie. Bien sûr, ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors, je sais que sur certains autres moteurs de jeu, vous n'avez pas forcément directement besoin de gérer ce genre de choses. La phaser, quelque part, vous n'aurez pas besoin non plus de le gérer, dans le sens où il ne les affichera pas. Mais mine de rien, vous trouverez quand même à faire des calculs régulièrement. Donc le mieux, c'est de rajouter une petite condition et puis dire, bah, écoute, quand tu es sorti de l'écran, eh bien, vas-y, tu te supprimes parce qu'on n'a plus besoin de toi.
De la même manière, on va leur dire plutôt de spawner à droite. C'est la réponse pour tout à l'heure, pourquoi je les ai alignés sur leur bord gauche. Ça permet très rapidement de dire bah, vous apparaissez à 1 pixel à droite de l'écran et c'est parti. Donc là, on a des ennemis qui savent traverser l'écran. Ils ont une nage un petit peu rectiligne, donc on pourrait leur ajouter un petit peu de vélocité en Y. Ça pourrait être plus sympa. Bon, par contre, ça nous apporte un nouveau problème. C'est que déjà, bon, en termes de nage, c'est pas beaucoup mieux que la ligne droite, parce que ça reste des lignes droites, elles sont juste pas horizontales. Et en plus, maintenant, ils sortent de l'écran en haut. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait mettre une limite en haut et en bas. Mais non, finalement, ce qui est plus sympa, ça va être de... alors oui, j'ai mis un petit scale, voilà, j'ai aussi ajouté du scale sur la vélocité. Donc en Y, c'est aussi conditionné à la taille du poisson. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, on va mettre des limites, des petites limites, pour aller créer un petit mouvement de nage vertical, et ça va nous faire des petites sinusoïdales. Voilà, ce qui nous rend nos poissons un peu plus sympathiques dans leur façon de se déplacer. Et on a toujours les gros qui sont un peu pâteaux et qui vont doucement, et les petits qui sont nerveux et qui vont très vite. N'y voyez aucune analogie humaine. Voilà, c'est juste la nature, je pense, des fois. Yep, allez. Je vous propose de tirer sur nos ennemis. Oui, vous vous y attendez peut-être pas, mais je vous propose de faire un jeu de tir. Donc nous avons un personnage joueur qu'on va pouvoir déplacer, nous avons des ennemis, comme je disais, qui apparaissent, et je vous propose de les shooter. Voilà. On va les shooter avec des petits projectiles, ça sera des petites bulles, ça va être très gentil. Il n'y aura rien de gore, rassurez-vous. Pour les âmes sensibles, il y aura quand même des squelettes, je vous spoil la fin. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu la dose, je ne peux pas faire mieux de toute façon. Donc voilà, donc simplement on va écouter la barre espace. La barre espace nous permettra de lancer des projectiles. On va s'assurer de mettre à jour nos projectiles à chaque appel de la méthode update. Vous commencez à connaître la chanson. Et puis voilà, je vais juste en parler, je ne vais pas forcément le montrer, mais Phaser permet naturellement de créer des collections d'objets en fait. Ça vous permet de faire beaucoup moins de calculs ou de centraliser des calculs. Ça simplifie pas mal de choses. Et puis, bah oui, tout comme les ennemis, quand ils sortent de l'écran, il faut penser à les supprimer. Pensez à supprimer aussi vos projectiles, parce qu'il y a des chances que vous tiriez encore plus de projectiles qu'il n'y a d'ennemis dans la scène. Ne l'oubliez pas, sinon à un moment, vos FPS ils vont chuter, vous allez vous demander pourquoi. Alors, ce ne sera pas les FPS à cause du graphique, hein, ça sera à cause de votre CPU qui est en train de calculer des débits qui sont à 4 km en l'air. Donc bon, la barre espace, on détecte quand est-ce qu'elle est là. Et puis voilà, si j'appuie sur la barre espace, j'ai ma petite bulle qui est un peu pleine, mais qui apparaît. Si je reste appuyé sur la barre espace, bah, on voit que j'ai mis pareil un petit calcul du temps, j'ai mis une contrainte à la seconde, donc je peux faire qu'un tir par seconde. Si j'augmente un peu la vélocité, on fait x4, ça permet d'avoir un tir un peu plus réactif. Je peux spammer un peu ma barre espace. Si je reste appuyé, bah, je suis à 10 tirs par seconde. Ça va pas trop bien. Voilà, que dire de plus sur ce tir. Comme vous l'avez remarqué, en termes de physique, on est tout droit, on est proche en termes de game feel quand même de... certains vont m'assassiner, mais je dirais du rectangle de Pong qui sert de balle. Et du coup, on pourrait, petite règle de game feel au passage, même si ce n'est pas le sujet de la conf, ajouter un peu de vélocité Y. Parce que bon, généralement, on a beau croire qu'on tire tout droit, on ne tire jamais tout droit. Et voilà, tout simplement, ça nous donne un effet un peu plus réaliste. Ça augmente un petit peu la difficulté pour le tireur. Et puis, bon, c'est encore un peu triste, ces bulles qui avancent. Ça lag peut-être un petit peu, en plus, avec la vidéoprojection, etc. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petites traces qui vont faire que voilà, nos projectiles vont avoir l'impression de vitesse. Ouais, ça va encore quand même ici. Bien sûr, on peut toujours déplacer notre personnage, hein, les bulles sont toujours parties de sa tête, quoi.
Et donc, eh bien, il nous reste à voir la gestion des dégâts et des impacts. Bon, ça serait trop long. J'ai en plus complètement oublié de démarrer mon chrono, donc je n'ai aucune idée du temps que j'ai déjà mis. Mais voilà, je ne vais pas rentrer encore plus dans le détail dans le code, même si je vais vous montrer encore une petite chose. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Avoir un système de vie et de réception des dégâts aux ennemis. C'est un peu bizarre, peut-être dit comme ça. Bon, vérifier si un projectile touche votre ennemi, optimiser la gestion des collisions, et puis ajouter un peu de feedback visuel, voilà, sur chacun de vos impacts. Ah oui, et puis quand même, faire une petite animation de la mort de vos ennemis. Et pour finir, si vous bouclez ce mini-jeu, vous ajoutez des effets sonores, un système de score pour récompenser le joueur. La gestion des collisions, dernier petit bout de code. Comme ça, c'est assez basique, pas optimisé, mais purée, qu'est-ce que c'est efficace. Voilà, on fait une double boucle sur vos ennemis, sur vos bulles. Vous n'avez pas de moteur physique sous la main, donc vous fabriquez le vôtre. Et Phaser vous donne quand même un petit système qui permet de calculer l'intersection de deux rectangles. Au moins, vous n'avez pas ça à faire. Et du coup, voilà, s'il y a intersection entre un ennemi et une bulle, vous avez le droit de lui faire des dégâts. Et puis, vous avez le droit de détruire la bulle aussi si vous décidez que les tirs ne sont pas traversants. Bien sûr, je vous ai quand même prévu une mini démo. Ça me donne l'occasion, moi, de m'amuser un peu, parce qu'on reste gamer quand même, en tout cas, c'est mon cas. Donc, j'ai ajouté un impact. Vous voyez qu'en fait, on fait juste une petite frame blanche à chaque fois qu'un ennemi se prend une bille. Et puis, de la même manière, si l'ennemi est mort après quelques tirs, sachant qu'ils ont un niveau de vie en fonction de leur taille, les gros, il me faut beaucoup de billes pour les tuer, les petits, c'est du one-shot, ça dépend, par contre, ils sont plus durs à choper. Ah, vous avez vu? Ce qui se passe aussi, c'est que je fais un petit caméra check si jamais je me fais toucher par un poisson. Ça permet de recevoir des dégâts. Et puis, je me suis ajouté une petite barre de vie. C'est quand même plus sympa. Par contre, je vais prendre cher parce que j'ai mis une difficulté qui est très croissante très rapidement, histoire que vous ne me regardiez pas y jouer pendant une demi-heure. Par contre, quand même, comme je me doutais que ce serait un peu dur d'être challengé, enfin, challenger, quand on est tout seul, c'est facile, surtout face à ce qu'on a développé. Mais mine de rien, je sens que je vais me faire avoir, donc je vous propose, hop, ouais, voilà. Quand j'ai moins de 20% de vie, je me suis donné un petit bonus, hop, histoire de faire le ménage, voilà. Et là, avec un peu de chance, j'ai déjà fait des tests, je crois qu'ils n'arrivent plus à me toucher. Mais bon. Bien sûr, un jeu, normalement, on est quand même censé à un moment avoir une fin. Donc je vais faire un baroud d'honneur. Je vais même pas mourir sur le baroud d'honneur. Bon, on arrête de tirer. On n'a plus de munitions. Allez. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, merci à tous. Voilà pour ce. Donc j'avais dit de A à X. Je pense que j'étais un peu avant X quand même. Mais le temps de conférence reste toujours forcément trop court. Avec ce QR code, pour ceux qui sont intéressés, vous arriverez sur notre studio. Ça vous permettra de découvrir un peu ce qu'on fait. Et puis, comment? Oh, j'étais en avance, d'accord, ok, ça marche. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez naturellement nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, si notre aventure vous intéresse. Je vous conseille d'aller vous inscrire à la bêta pour avoir quelques petites news. On a aussi, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, si le sujet vous intéresse un peu, je fais partie de ceux qui auront un article prochainement dans le magazine Programmé, dans lequel j'ai préparé plutôt l'équivalent d'un dossier, je pense, parce que je vais plus loin, c'est ça, je vais beaucoup plus loin dans tout ça. Et le mini-jeu, vous venez de voir, je l'ai un petit peu plus exploré encore. C'est vraiment un mini-jeu que j'ai créé juste pour la conférence et le magazine. Ce ne sont pas du tout nos poissons. Le crabe que vous avez vu, c'est un crabe qui est vraiment de notre futur gros jeu, mais tout le reste, ce sont des assets trouvés sur le net. Un studio indépendant qui propose ces petits assets de mini-poissons. Et en tout cas, voilà, si vous êtes curieux, dans le magazine Programmé, je propose vraiment toute la démarche pas à pas en
une lecture de cet article et à mon avis, en même pas 1 heure, vous aurez recodé ça vous-même avec Phaser. Et de toute façon, il y aura un lien vers un GitHub avec toutes les sources du jeu dessus. Voilà. Bah, merci à vous. Il y a eu des petits problèmes techniques, donc je ne vais pas occuper plus de temps non plus, quoi. Ils sont... Ah oui, pardon.